Pardon, mais je ne vois pas le lien de présence. Je vais le remettre dans la clavardage. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue aux Instituts en continu. Alors, mon nom est Louis Hull, je suis responsable des instituts et de la série Impact au Centre Franco. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour la formation qui s'intitule Les mathématiques sous différentes lentilles. Et cette formation, eh bien, elle sera donnée par l'unique et celui moi je dis en Ontario, les maths, là, c'est son dada. Alors, Jules Ducharme qui sera avec nous pour cette formation. Merci Jules d'être là. Et avant de commencer, simplement vous mentionner que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle se retrouvera sur le site du Centre Franco d'ici quelques semaines. En plus, on vous encourage à participer, donc utilisez votre micro, la boîte de clavardage et puis, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport aux instituts, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de clavardage, je pourrai ainsi y répondre. Voilà, alors, eh bien, qu'à cela ne tienne, les mathématiques, c'est ce soir et puis je passe la parole à Jules. Merci tout le monde et Merci. bonne formation. Merci, Louis. Alors, bonjour Stéphane, bonjour Faïza, bonjour tout le monde qui nous écoute en rediffusion. On avait commencé notre petit cheminement avec les instituts au mois d'août. On regardait les mathématiques sous différentes lentilles. Puis, la première lentille qu'on va voir au courant de l'année, c'est la compréhension conceptuelle. Fait on va y aller avec ça. Euh, J'aimerais quand même faire la reconnaissance. Moi, je suis sur le territoire des Anishinaabe-Waukee et puis du traité Robinson-Huron 61. Et puis, donc, je voulais juste dire que je suis chanceux de pouvoir travailler, vivre sur cette terre et partager cette terre-là avec tout le monde qui nous entoure. J'avance. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment concentrer, c'est d'approfondir une compréhension des processus mathématiques. On va comprendre pourquoi tantôt. Comprendre aussi l'importance de développer une compréhension conceptuelle des mathématiques et non seulement des habiletés procédurales. Puis aussi comprendre les éléments d'une situation d'apprentissage qui encourage le développement d'une compréhension conceptuelle des maths. Beaucoup, beaucoup à faire dans 1 heure et demie, je crois. Mais d'abord, j'aimerais commencer avec 2 questions. On va commencer avec la première. Quelle a été votre expérience d'apprentissage en ce qui concerne les mathématiques? Quand vous étiez jeune, quelle a été votre expérience d'apprentissage? Et on peut le faire à vive voix. On peut aussi, Faiza, si tu veux le faire par la boîte du chat, vas-y. Vas-y, Faiza. Ok, oui, bonjour. Les mathématiques, c'est ma matière préférée depuis mon enfance. Oh, Donc, j'ai aimé beaucoup la matière des mathématiques et même dans mon pays d'origine, au secondaire, on avait 3 options, soit littéraire, soit scientifique, soit matélème. Donc, moi, j'étais avec l'équipe de mathématiques et nous autres, c'était 12e année, c'était baccalauréat en mathématiques et puis j'ai fait ingénieura. Et une fois au Canada, j'ai fait l'éducation et j'ai fait des qualifications de mathématiques jusqu'à cycle supérieur. Mais j'enseigne à l'élémentaire et j'aime bien. Et quand j'ai débuté à l'élémentaire, je faisais rotation avec une enseignante. Elle faisait la littératie et l'étude sociale. Et moi, je faisais les maths et les sciences comme pour 4 à 5 ans. Et j'avais les 6e années et tout ça. Et donc, je suis très, très, très à l'aise avec la matière et j'aime beaucoup les mathématiques. OK, ben parfait, parfait. Ça existe ça aussi, hein. Donc, je trouve ça vraiment bien de voir parce que j'ai toutes sortes de réponses quand je pose cette question ici, puis j'adore ça. Merci, Faïza. Stéphane, toi, tu sais, quand tu penses à toute ton expérience d'apprentissage, surtout, là, qu'est-ce que ça a été pour toi? J'aimais l'école, j'aimais les maths. Je dirais jusqu'à moi, je viens du Québec originalement, donc j'ai été impacté quand je suis arrivé en Ontario. Il n'y avait aucune école française, je parlais pas anglais, donc j'ai été envoyé dans une école anglaise. Ça m'a Ouf. avec le, tu sais, on ne parlait pas de décloisonnement dans ce temps-là, donc malgré le fait que j'étais quand même assez un bon élève, j'ai pas été capable de prendre des cours théoriques à cause de la langue. Donc Mhm.
Ça, éventuellement, ça m'a. J'ai toujours quand même resté positif face à mon éducation. Donc, moi, j'ai passé par le collège. J'ai 3 ans en génie civil. Wow. J'ai travaillé comme arpenteur sur la construction pour le ministère des Transports quelques années. Puis, éventuellement, ça va paraître un peu bizarre, mais je me suis retrouvé dans l'industrie forestière. Avant d'être enseignant, j'étais opérateur de machinerie lourde. Donc, Wow. J'ai eu une opération finalement. J'ai eu un hernie discale donc j'ai dû retourner à l'université. Puis je suis qualifié en français langue seconde et en histoire, mais j'ai enseigné au primaire. Donc j'ai rentré à l'école. Je voulais travailler en français. On a 2 écoles francophones, maintenant 3 là à Thunder Bay. Ouais. Puis moi, j'ai travaillé à l'école secondaire, mais principalement en 8e année. Et j'aimais les maths. Donc, je suis devenu un peu l'enseignant mathématique de 8e. Il y a une année, j'ai fait toutes les maths pour les 7e et 8e, mais j'ai jamais fait de secondaire. Mais je suis pas qualifié en mathématiques, mais j'aime ça. Puis maintenant, depuis le mois de mars dernier, je suis CP en mathématiques pour mon conseil de maths à 12. Donc, j'ai beaucoup Oh, d'apprentissage à faire. bravo. J'espère que ça, je pense que tu es à bonne place parce que je pense que tu vas pouvoir aider d'autres enseignants, c'est certain, J'espère. avec des techniques que je te donne, j'espère. Puis sinon, garde, si jamais tu as besoin de l'aide, hein, moi je suis là aussi, donc je travaille contractuel, donc tu peux toujours m'appeler, puis on peut s'organiser avec ton conseil si tu as besoin de l'appui à ce niveau-là aussi. Wow, ça Merci fait beaucoup. qu'on a Louis, on a comme 2 mordus des maths déjà, avec 3. Fait que je veux dire, on va s'amuser, c'est certain, mais c'est vrai qu'il y a certaines conversations, des fois, qu'il y a des gens qui ont des expériences d'apprentissage en mathématiques qui ne sont pas comme très jolies. Donc, on va regarder à cette composante-là. Mais toi, Louis, est-ce que tu voulais comme partager la tienne ou Ben, si. moi, premièrement, ma famille, mon père, c'était une direction d'école, fait que nous autres, l'éducation, c'était super important. Ouais. Et puis, il était très fort en mathématiques. Alors, j'aime toujours dire que nous, on se promenait en auto, puis on pratiquait nos tables de multiplication, puis on pratiquait le calcul mental. Puis... Ah oui. Fait que j'étais bon en mathématiques, mais j'étais bon sur le par cœur. Puis, au fur et à mesure que mon parcours scolaire s'est effectué, eh ben, j'étais de moins en moins bon. Dans le sens que je me suis retrouvé en 8e année avec le Méritas général, imaginez-vous donc, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Et puis, après ça, 9e, c'était pas pire. 10e, ça commençait à être un peu difficile. 11e année, j'en ai arraché. Et 12e année, j'ai arrêté le cours de relations-fonctions au mois de novembre parce que là, hey, là j'étais perdu bien raide, j'en pouvais plus. Et puis, j'avais des cours de sciences, puis aussitôt qu'il y avait de la mathématique avec les formules, puis toute la question de compréhension de mathématiques, là, oui, je comprenais la base, mais aussitôt que ça allait un petit peu plus loin que la base, j'étais un petit peu, en tout cas, perdu. Puis finalement, je me suis retrouvé à l'université en géographie, puis il y avait les fameux cours de statistique obligatoires. Fait Mhm. que j'ai pris un cours de statistique. Et là, ça allait super bien, c'était à la base, puis tout. Et puis, j'ai fini avec A. Puis, en janvier, c'était la deuxième partie où est-ce que. Fait que là, j'ai pris le cours et tenez-vous bien, j'ai fini avec un F sans droit de reprise. OK? C'est le seul cours que j'ai fait à l'université. Et puis, fait que c'est ça mon histoire de Wow. mathématiques. Oui, Oui, oui. j'aime les maths, mais je suis certain qu'il y en a des petits bouts que j'ai manqués. Là. Voilà. Ouais, ouais, c'est une composante des maths qui, tu sais, quand on dit, oh, j'étais bon en maths, souvent, je regarde ça, c'est parce que des fois, on ne regarde pas comment on est enseigné. Hein, puis, comme dans ton cas, je pense pas que tu étais vraiment bon en maths. Tu l'as même dit, j'étais bon à apprendre par cœur. Ah oui, c'est clair. Puis, pourquoi que les mathématiques, c'est devenu une matière de apprendre par cœur? Parce qu'il y en a qui sont bons à apprendre par cœur, puis il y en a d'autres qui ne sont pas très bons à apprendre par cœur. Donc, c'est un peu le thème de cette rencontre-ci. Fait qu'on on va rentrer là-dedans un petit peu plus creux à mesure qu'on avance. Prochaine question pour vous autres. C'est une question de thèse de doctorat, je pense, en éducation de la mathématique, là. Mais elle est grande, mais elle est aussi accessible. Ça veut dire quoi? Apprendre, connaître
puis faire des mathématiques, d'après vous? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Est-ce que tu la vois à l'écran? Je la partage aussi, mais je ne sais pas si tu vois l'écran. Mais qu'est-ce que Oui, je cela vois, je signifie? vois. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie d'apprendre, de connaître et de faire des mathématiques? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, les mathématiques, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, les mathématiques, apprendre à faire les mathématiques. Donc, on a la monnaie. À la maison, comme on fait les mesures, on fait les gâteaux, on a besoin de savoir mesurer. On a besoin de savoir gérer notre budget. Aussi, les mathématiques, c'est la pensée, c'est la créativité. Donc, on fait toujours des calculs, on réfléchit toujours le raisonnement mathématique. Donc, c'est lié. Les mathématiques, c'est partout. C'est partout. On va D'accord. conduire, on voit la vitesse maximum, 50 km, on a les mathématiques. Je sais pas, on va au supermarché, les prix, réduction, les soldes, moins 50%, 80%. Donc, les mathématiques, c'est partout. Partout. Excellent. OK, ça, j'aime ça. Les mathématiques, je synthèse ça. Les mathématiques sont partout. Cool. Stéphane, toi? Je vais rebaisser ma main. Moi, je dirais depuis dans les dernières années, je dirais que faire des mathématiques, c'est communiquer, euh, c'est collaborer, c'est faire des erreurs, c'est apprendre de nos erreurs, puis c'est euh, c'est c'est essayer, c'est persévérer. Moi, j'étais un gros supporter du travail à la verticale, de la mathématique à la verticale. J'ai fait ça beaucoup dans ma dernière salle de classe avait des tableaux tout le tour. Puis j'ai énormément appris de mes élèves. Présentement, c'est ce que j'essaye de mettre en place dans notre conseil avec, je sais pas si j'imagine que vous avez déjà lu le livre de euh, de Peter Littlejohn exactement. J'en ai commandé plusieurs exemplaires pour mon conseil. Il y a aussi, je sais qu'il y a un conseil qui est francophone qui est suivi par lui présentement. Oui. Et j'adore l'introduction du livre, la façon dont on perçoit nos études. Ça m'a illuminé, en fait, ça m'a confirmé plein de choses. Mais ouais, moi, j'adore cette méthode-là. Puis c'est ce qui m'apporte à dire ce que je dis présentement. Je pense que c'est les maths aussi, c'est terrifiant pour une grande partie de nos élèves. Puis je pense que c'est aussi faut entrer un peu de mentalité de croissance en ça. À chaque année, j'essayais de remonter la confiance des élèves en leur disant et croyant qu'ils pouvaient s'améliorer, que la première journée, là, je suis pas bon en maths, là, je l'entendais souvent. Puis en tout cas, pour moi, j'ai peut-être parlé un peu trop, mais c'est ça. Ça va plus loin que juste les procédures. C'est c'est bien lorsqu'on peut rendre. J'ai posé la question la semaine dernière dans mon réseau aux enseignants, comment est-ce que vous savez que vos élèves réfléchissent? Ben, un peu ça, ils nous répètent, ils sont capables de nous dire les étapes de leurs problèmes, mais comment savez-vous qu'ils comprennent? Mais quand tu vois ça à la verticale, puis il y a un argument, il y a des chicanes mathématiques, on voit vraiment qu'il y a une compréhension qu'ils sont en train d'apprendre. Oh, tu touches à quelque chose que j'adore. Puis comme moi aussi, je suis un vendu de Peter Littlejohn. Puis alors aujourd'hui, on va toucher certains de ces principes, c'est certain, avec une lentille que moi j'ai utilisée depuis là, les derniers 20 ans là, de carrière. Puis en tout cas, on va partager ça. Puis, puis j'espère que vous allez pouvoir s'en servir. Puis ceux qui nous écoutent en rediffusion, ben, ils vont pouvoir s'avancer. Mais ce que j'ai aimé aussi, pour ajouter à Faiza, c'est un peu les maths sont partout. Mais là, toi, tu as participation, communication, élaboration. Et ensuite, tu as touché plein d'éléments qui, pour moi, je ne peux pas passer à côté, c'est les habiletés socio-émotionnelles en mathématiques. De la première à la 9e année, on l'a maintenant à même le cours. Puis, c'est de se donner cette chance-là. Puis,
comme tu dis, c'est quoi réussir? Tu sais, c'est pas juste faire les bonnes étapes, arriver avec la bonne réponse. Souvent, moi, je leur dis, c'est pas la réponse, c'est toutes les conversations que tu as eues, c'est ça l'apprentissage. Right? Les petites chicanes mathématiques là, qui sont gérées, ça, c'est le fun, c'est ça qu'on veut entendre. J'avais une direction qui me demandait, il dit, je ne sais plus qui aider dans mon école, tu sais, puis comme qui je choisis pour travailler, parce que je ne peux pas travailler avec tout le monde, tu sais. Je lui ai dit tout simplement, j'ai dit, promène-toi dans les corridors, puis écoute qui parle plus dans une salle de classe. Puis si c'est le prof, ben c'est lui avec qui tu vas aller travailler. Si les enfants, si les élèves parlent plus que l'enseignant, je pense que tu es correct. Donc, c'est là où il y a de l'apprentissage parce que les mathématiques, c'est une matière communautaire où la collaboration doit exister. Ça ne s'apprend pas tout seul, puis ce modèle-là, on ne peut plus s'en servir. Donc, pour moi, je voulais arriver avec une définition des mathématiques juste pour qu'on puisse comprendre. At large, là, les mathématiques, c'est quoi? C'est très simple. Ben, c'est très simple et c'est très compliqué aussi. Donc, c'est l'étude ou la compréhension des structures, des régularités et des relations. Là-dedans, il n'y a aucune place où on est en train de dire les mathématiques, c'est d'apprendre des choses par cœur. Right? Donc, c'est vraiment cette étude-là, de la compréhension, c'est à même la définition des mathématiques. Donc, on va avancer avec la beauté des maths. Dans tous les curriculums maintenant, de la première à la 9e année, on a une section qui s'appelle Beauté des mathématiques. Et je me suis dit, les maths, pourquoi qu'on les enseigne? C'est parce que c'est ça. Les mathématiques sont conceptualisées et pratiquées de différentes manières dans différents contextes locaux et mondiaux. Donc, l'idée d'avoir une maths, c'est pas vrai. On vit chacun, il y a autant de maths qu'il y a de personnes sur la planète. Elles font partie de divers systèmes de savoir qui comprennent les pensées, les pratiques inhérentes à la culture, puis à travers l'histoire, les mathématiques ont joué un rôle essentiel dans la vie quotidienne, comme Stéphane nous a dit. Et puis, se manifeste un peu partout. Là. On voit cette beauté-là, pour moi, des mathématiques, puis on essaie de les toucher. Je fais un petit clin d'œil à ce que j'avais présenté au mois d'août aussi, juste un petit rappel avec, moi j'ai eu la chance de pouvoir jaser avec cette grande dame de mathématiques, Kathy Seeley, qui parle en français en passant. Elle a enseigné beaucoup, c'est une Américaine, mais elle a enseigné à Burkina Faso, puis elle a appris le français. Donc, on a eu des belles conversations. Et pour donner place à cette collaboration-là, justement, en salle de classe, il faut changer notre modèle. Avant, c'était je, moi l'enseignant. Je, c'est l'enseignant. J'enseigne quelque chose. Nous, on fait une série de problèmes ensemble en classe. Puis après ça, tu, l'élève, se pratique tout seul à la maison ou avec tes parents. Puis les autres essaient de montrer des trucs. Puis tu reviens, puis tu n'es pas trop compris, mais tu es seul à vivre ton expérience d'apprentissage, si tu veux. Ça, elle dit, ben, je pense qu'on devrait changer ça. Ça devrait être tu, nous, je. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu t'acharnes sur un problème. Seul, c'est bon. L'idée de pouvoir se donner de la place et de penser au problème seul avant d'arriver avec un groupe, c'est très important. Ensuite, nous, on va tout explorer, on va regarder des possibilités avec des tableaux blancs verticaux. On va faire, hein, qu'est-ce que les autres ont fait? Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est incroyable, tout ça. Ensuite, le jeu, moi, j'ai encore un job, right? C'est pas juste, il y en a qui disent, là, tu sais, en anglais, on dit a guide on the side. Tu n'es pas juste un guide, tu n'es pas juste un facilitateur, tu es vraiment un apprenant dans tout ça aussi. Puis tu tricotes un sens communautaire de cette mathématique-là, mais tu arrives aussi avec un algorithme. Il y a un algorithme à enseigner des fois. Il y a des outils. Moi, je ne les appelle pas des algorithmes, je les appelle des outils. Puis on arrive en groupe, le nous, là, tout d'un coup, on frappe un mur, puis on est comme, hein, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça? Il me manque un outil. Bam, là, tu as le besoin. Tu as créé le besoin, puis toi, comme enseignant, tu peux venir enseigner l'outil. Donc, on enlève le je nous tu, puis on concentre à tu nous je. Ça semble simple, mais ça prend un bon temps d'apprécier ça puis de comprendre.
Puis les tableaux blancs, comme tu disais, Stéphane, c'était une des places qui fonctionne. À un moment donné, un des profs ne voulait pas vraiment faire de changement ou rien. On lui a forcé des tableaux blancs, littéralement. On l'a payé, puis pendant la fin de semaine, on les a installés. Le lundi, il arrive avec ça, puis comme, OK, je vais essayer. Il a fait une journée avec. Puis ensuite, il n'a pas lâché, puis tout son... C'était comme l'élément déclencheur. Puis là, il voulait juste comprendre plus comment est-ce que je pourrais faire. Puis tout le monde bougeait, puis ça bougeait, puis les gens faisaient, puis aimaient faire des maths. C'est Oui, incroyable. c'est vraiment moi, quand j'ai connu ça, si tu n'en faisais pas, les élèves le demandaient. Mhm. C'est rare que tu trouves quelque chose comme ça. Puis ça l'aide vraiment, tu apprends beaucoup de ce que tu vois de tes élèves. Quand c'est sur papier, tu vois pas tout. Tandis que là, tu Puis tu pourquoi vois ça vraiment ce que... fonctionne? Tu sais, comme Peter Littlejohn me l'a dit quand même bien aussi, puis pour moi, c'est ça touche à cet aspect-là communautaire des mathématiques, Ouais. où la collaboration est là. Je pense que ça enlève le fait que c'est effaçable aussi, ça enlève un élément de peur ou si une journée tu te sens pas, tu peux juste te retirer, regarder, tu peux regarder du coin de l'œil qu'est-ce qui se passe à côté, Oui, puis éventuellement tu vois beaucoup de stratégies, puis tu peux choisir, comme élève, tu peux réaliser que hey, ce que ce groupe-là fait est peut-être mieux que ce que moi je fais, c'est plus efficace. oui, Peut-être que je vais essayer ça, tu sais, puis sans que ouais, ça soit forcé ou amené par l'enseignant. C'est tout à lui ou fait. elle qui le réalise Quand, forcément. quand les jeunes le font assez souvent aussi, cette collaboration-là, que ce soit tableau blanc ou whatever que tu as dans ta salle de classe, à un moment donné aussi, il y a des leaders qui sortent. Puis c'est pas tes leaders forts en maths souvent. Souvent, c'est comme, hey, moi j'ai ça, puis tu as comme 2, 3 groupes qui sont comme, oh, j'aime ça, puis tout d'un coup, elle est devenue mini-prof pendant comme 10 minutes. C'est comme incroyable de voir cette richesse-là. Mais comme facilitateur, il faut que tu sois patient, puis il faut pas c'est comme, tu sais, le moins que je parle, le plus je suis entendu. Tu sais? Donc, c'est comme leur donner cette voix-là aux élèves, puis leur donner cette chance-là, puis toujours en tricotant ce que tu as besoin d'enseigner dans tout ça. Fait que, OK, Cathy Seeley nous résonne encore dans les oreilles. Et puis moi, je suis arrivé avec une image juste pour penser à cette collaboration-là, puis comment ça se passe. Puis j'avais parlé des mathématiques comme si, donc, si l'enseignante maîtrise les mathématiques, ben, c'est sa vision des maths que les élèves voient. Puis c'est vraiment une direction. Puis ça porte pas à... L'élève n'a pas une vision des maths à lui ou elle. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça ici, où on encourage cette compréhension conceptuelle-là parce que les élèves ont accès directement aux mathématiques. Puis c'est l'enseignant qui, elle aussi, fait partie, lui aussi, fait partie de l'ensemble de la communauté d'apprentissage. Donc, bref, OK, ça, c'est très sur papier, mais en réel, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Donc, j'ai déjà des convaincus ici, mais apprendre des maths, c'est pas posséder des mathématiques, mais c'est de devenir des penseurs mathématiques. Pour moi, c'est pas comme combien d'algorithmes que tu as dans ta poche en arrière, là, qui est important. C'est est-ce que tu es capable de penser? Puis ça me fait penser à une de mes amies que je travaillais dans un autre conseil. Elle me disait, elle avait, dans le temps qu'on avait des pourcentages, elle avait 97 dans ses cours, là. Elle a fini 97 en 12e année dans son cours de maths, là. Tout le monde voulait l'envoyer en ingénierie, en sciences, en maths ou en codage, whatever. Et comme, oh my God! Mais elle était juste bonne à apprendre par cœur, elle aussi. Elle était bonne à s'auto-apprendre des choses pour le fun. Or, quand elle arrive chez elle à un moment donné, puis elle veut peinturer son salon, elle regarde et elle dit, OK, combien de cannes de peinture je vais avoir besoin? Pas capable de figurer combien de cannes de peinture pour peinturer son salon. Il fallait qu'elle appelle son père et dire, qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Une femme qui a fait 97 dans ses cours au secondaire. On se pose la question, est-ce qu'on a créé quelqu'un qui possédait les maths ou on a créé quelqu'un qui pensait mathématiquement? Cette dame-là aussi, je fais une anecdote, puis je la partage parce qu'elle me l'a déjà allouée. On parlait d'un tiers. Hein, puis je disais, ben, si tu additionnes un tiers, plus un tiers, plus un tiers, ça donne 1. Puis elle était comme, ben non.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle était sérieuse. Elle dit, ça donne 99. Hein? Puis là, je commence à expliquer, OK, pourquoi? Puis là, on pose la question du pourquoi. Bien, un tiers, c'est 33 %. Puis 33 plus 33 plus 33, c'est 99. Alors, c'est 99 %. J'étais bouche bée. Puis là, j'ai comme compris que, OK, pour elle, les stats, elle jouait juste avec ces nombres-là tout le temps. Un tiers, c'est 33 %, mais c'est pas vraiment 33 %. Là, tu expliques les points décimaux jusqu'à l'infini, 33,3 jusqu'à l'infini. Hein, que ça veut dire l'infini? Puis là, si tu additionnes 0,3 plus 0,3 plus 0,3, les 3 à l'infini, ça te donne actuellement le 1 qui te manque. Puis tu fais, hein, mais non, c'est 0,9999999, ça sera de jamais 1. 2 heures plus tard, on a comme commencé à expliquer ce concept-là. Je me dis, bon, ben, elle n'était pas penseur mathématique. Là. Ça lui a pris vraiment là, quasiment 40 ans dans sa vie pour pouvoir, à ce moment-là, jaser, puis comprendre, puis digérer, puis voir. En tout cas, fait que j'ai toujours un tiers quand je le vois, je suis comme, wow, ça me fait penser à elle. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour développer cette pensée mathématique-là? Ben, ça prend des questions. Ça prend des bonnes questions. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ces questions-là? C'est des questions qui donnent la place aux gens de penser, si tu veux. Donc, il y a, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu le sais? Peux-tu m'en dire plus? Comment as-tu trouvé? Pourquoi as-tu décidé des choses comme ça? Puis, il y avait adapté du guide d'enseignement efficace des mathématiques, là, très vieux, mais ça 2006, quand 2006 c'est rendu vieux, là, on se sent vieux. Mais l'art de questionner, c'est super beau comme document. Je crois que si vous cliquez sur le lien, vous avez accès à ce one-pager-là. Fait que des questions pour amener l'élève à parler de ses traces ou questions amenées pendant construire le sens mathématique, bâtir sa confiance. Donc, c'est vraiment des bonnes questions pour les éléments socio-émotionnels et aussi la compréhension. Fait que ça commence par des questions. Le questionnement est important. Bon, une question pour vous. Quelle stratégie utilisez-vous afin de développer la compréhension conceptuelle des mathématiques dans votre salle de classe? Qu'est-ce que vous faites dans le tu et nous, dans cette phase-là de la classe? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi les stratégies que vous utilisez? Facile. Vas-y, fais ça. Oui, moi je donne toujours, je laisse les questions ouvertes et j'encourage l'élève de s'exprimer et de me donner la raison pourquoi il a choisi telle réponse, de me montrer les étapes, qu'est-ce qui justifie cela. Donc je l'encourage à laisser les traces et de s'exprimer et de ne pas imposer ma stratégie à moi parce qu'il y a plusieurs stratégies et chaque élève il peut trouver le même, mais sa façon. Je n'impose pas ma façon. Excellent. Excellent. Donc, une très belle façon de pouvoir concentrer sur cette compréhension-là, certain. Oui. Stéphane, toi? Parce que là, tu as déjà parlé des tableaux blancs, là, mais est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres façons, d'autres stratégies? Ben, ça revient un peu à ça. J'encourageais souvent aussi essayer de mettre, si possible, un schéma autre que juste l'algorithme, juste les nombres, là, Un modèle quelconque. un modèle, ouais. Puis je pense que c'est quelque chose qui est dans le nouveau curriculum, on parle de modélisation. Là. Une fois que tu es capable de modéliser quelque chose, puis vérifier que ça fonctionne, ou de comparer. Est-ce que, tu sais, avec les tableaux blancs, ben, un groupe peut avoir trouvé quelque chose, puis si tu le compares à une autre façon, une fois que je pense que quand tu es capable de justifier ton travail, ta façon versus une autre façon, je pense que ça démontre une bonne compréhension du concept. Très cool. Ce qui est vraiment sharp, les deux, vous parliez de comme l'expérience plutôt que la réponse. On ne comparait pas les réponses. On ne compare jamais vraiment des réponses. On compare des comme stratégies, comment on s'est rendu. Ça me fait penser à du matériel de manipulation, comme tu dis, des modèles. Ben, des modèles, du matériel de manipulation, c'est des modèles petit m. Moi, j'aime utiliser modèle petit m puis modélisation gros M.
parce qu'un modèle fait partie du processus de modélisation, mais c'est plus large que ça. Puis ça, on va rentrer en... Ceux qui suivent, il y a un atelier là, bientôt que je prépare là-dessus, puis on va toucher un peu à ça au prochain aussi. Mais oui, les modèles, c'est important, puis différentes façons d'apprendre. Excellent. Donc, je suis allé chercher 7, 8, 9 parce que c'est ce que l'atelier misait. Puis, je voulais juste aller voir au début dans les attentes A1, ils sont très similaires, mais quand même, dans cette attente A1-là, 7 et 8, on touche beaucoup les habiletés socio-émotionnelles. Puis, on utilise les processus mathématiques dans toute cette compréhension-là. Puis en 9e, on dit aussi, on fait des liens avec les processus mathématiques, mais doit pouvoir mettre en application ces processus-là afin de développer sa compréhension conceptuelle des mathématiques et les habiletés procédurales. Donc ça, c'est important. Je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre. En fait, j'ai appris quelque chose en mathématiques, c'est rarement noir ou blanc, compréhension conceptuelle, habileté procédurale. Dans le monde, on a vraiment mis ça noir-blanc. Tu as le camp des Back to Basic, puis tu as le camp de Discovery Math, qui appelle. Mais ce n'est pas vraiment Discovery Math en passant, mais on a vraiment splitté les deux comme si c'était deux entités séparées. Puis les gens qui sont Back to Basic, ça va être algorithme, c'est ça, on apprend par cœur, puis c'est ça, puis ça tient. Il y a comme un mélange entre les deux. Moi, je ne suis pas juste un gars qui va enseigner de la compréhension conceptuelle non plus. Il faut qu'il y ait un peu des deux, tout le temps. Donc, on voit ça à même les cours. OK. Donc, les 7 processus, ils sont là. Je veux passer à travers parce que je ne sais pas pour vous autres, mais quand moi, j'ai commencé à enseigner, je n'ai pas appris au sujet des processus mathématiques avant très, très, très tard. Parce qu'ils étaient dans les pages luminaires du curriculum, dans les premières pages. Là, ils sont à même le cours. Comme si tu ne les enseignes pas, tu n'as pas fait ta job comme enseignant. Donc, il faut que tu utilises ces 7-là. Je me suis dit, il faut les explorer pour voir comment est-ce qu'ils vont aider à développer une compréhension conceptuelle. Fait qu'il y en a 7. Raisonnement, la résolution de problème, raisonnement et justification, réflexion, établissement de liens, communication, représentation et sélection d'outils et de stratégies. C'est à peu près tous les mots qu'on a utilisés jusqu'à date entre nous trois pour développer c'est quoi les maths et c'est quoi l'enseignement des maths. Ces processus-là sont imbriqués dans tout ce qu'on fait. Or, on ne les évalue pas vraiment, on ne s'en sert pas souvent. Pour certains, oui, mais d'autres, non. Mais c'est comme si je disais en sciences, on va enseigner les sciences, mais on n'enseignera pas le processus d'enquête puis le processus là, scientifique. Là. C'est comme, ben non, voyons donc. Of course, même dans les vieux curriculums de sciences, ça commence avec le processus scientifique. C'est quoi? Puis après ça, tu l'intègres dans tout ton cours. Les maths, c'est comme on n'a pas appris à faire ça encore. Les processus devraient faire partie toujours de notre pensée. OK, on y va. Je vais passer quand même assez rapidement sur les 7, mais quand même, ils sont là. Donc, la résolution de problèmes, ben, c'est au cœur de la pensée, de la pratique des mathématiques, c'est certain. Tellement qu'on a développé ce sens-là d'un apprentissage, de l'enseignement par la résolution de problèmes, puis l'enseignement pour la résolution de problèmes. Puis souvent, c'est difficile à comprendre cette différence-là, mais pour moi, une résolution de problème, c'est que tu peux t'en servir pour venir chercher un algorithme, un outil, puis comprendre l'outil. Puis ensuite, tu pourrais aussi faire de la résolution de problèmes pour résoudre des problèmes qui sont plus complexes. Donc, il y a 2 axes dans cette idée-là de résoudre des problèmes. Tu peux t'en servir pour développer une compréhension conceptuelle, puis ensuite, tu peux t'en servir pour pousser davantage l'utilité des mathématiques. Bon. Fait que ça, je vais passer par-dessus celle-là. Elle est trop longue, mais ça, c'est tous les éléments qui appuient la résolution de problèmes.
On en a déjà mentionné beaucoup, mais j'aime beaucoup, beaucoup le troisième, permet à tous les élèves d'utiliser leurs diverses connaissances et expériences en mathématiques. Très bien. Le deuxième aussi appuie tous les élèves à développer une identité mathématique. Ça se rattache un peu à ce que je savais. Ce n'est pas quelque chose que tu possèdes des maths, c'est vraiment de se sentir comme si tu peux penser mathématiquement, devenir des penseurs mathématiquement. Donc, la résolution de problèmes, elle est très, très importante. La deuxième, c'est des raisonnements. Ça, on est rendu pas mal bon avec nos raisonnements. Parce que ces 4 documents-là, si vous ne les avez pas utilisés, sont fantastiques, mais elles existent depuis très longtemps. Puis, ces raisonnements-là, c'est vraiment le fun de pouvoir voir ce qui se passe de la maternelle à la 12e année. Fait que, pour moi, les raisonnements, c'est comme de comprendre ce qui vient avant et ce qui vient après. Puis nous, on est rendu où là, dans tout ça? Donc, si tu ignores le fait qu'on regarde avec nos yeux et nos lentilles vers le passé puis vers le futur, on dirait que tu manques le but de tout ce fignolement-là, puis comment on développe notre raisonnement. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ça, voir ce raisonnement-là se développer. Puis ça l'aide énormément, évidemment, pour la compréhension. La réflexion, ça, on l'a déjà dit, l'importance de communiquer, de collaborer, de partager nos idées, c'est très, très, très important. Donc, les élèves réfléchissent, ils travaillent, on y va. La réflexion, elle est là. Donc, après une résolution de problème, il faut que tu commences à gérer cette... Puis le danger qu'on fait quand on fait du tableau blanc, c'est on fait du montre et raconte. L'idée, ce n'est pas de montrer et raconter. C'est vraiment de partager ce qui a mal été, ce qui a bien été, puis faire des liens. Et c'est là, comme enseignant, que tu es comme un tricoteur de sens, parce que tu as vu quelque chose qui a éclosé ici, puis ça, il a utilisé un modèle que tu dis, oh, ça c'est cool. Puis tu as vu comme l'outil qui est apparu par un autre groupe. Et là, si tu fais le lien entre les deux, regardez son modèle-là, puis celui-là, algébrique plus, c'est quoi les différences, les ressemblances? Et tu commences à faire du tissage. C'est dans la réflexion et le questionnement qui vient. Ouf! L'établissement de liens. Pour moi, ça, on vient de le dire, c'est quoi le lien entre les deux? Tu es toujours en train d'établir, c'est quoi le lien ici? Comment se fait que n'importe quoi à la 0, exposant 0, c'est 1? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu établis des liens par des régularités. Tu commences à comprendre qu'il y a des choses qui se passent. Je me souviens, j'avais... quand on travaille des tableaux des tables de valeurs, puis on veut comme essayer de figurer l'équation à partir de juste une table de valeurs. Ouais. J'avais demandé à des gens, les autres utilisent l'algorithme pour trouver là, en 10e année une équation quadratique. Puis là, c'est OK, tu fais ça, tu fais ci, les deuxièmes différences, puis tic, 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 tic. C'est très, très outil, mais c'est très incroyable. Mais j'ai demandé, c'est quoi la relation entre ce qui rentre puis ce qui sort, right? Puis je suis allé comme faire une analyse plus horizontale d'une table de valeurs plutôt que de juste explorer les X, toutes les Y, puis ensuite voir un patron, mais vraiment essayer de trouver le patron et d'établir le lien entre les deux. Puis je me souviens qu'il y avait un prof qui avait... J'ai comme pas su rattraper, mais il s'est senti très, très, très mal à l'aise parce qu'il n'était pas capable de faire ce lien-là. Puis c'était comme, wow, il était tellement habitué à enseigner l'outil qu'il avait oublié le sens derrière ces liens-là. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Fait qu'établir des liens, très important. La communication, regarde, on peut passer ça, on l'a dit je ne sais pas combien de fois, c'est très important. Donc, il faut que les gens écrivent, parlent, gestuels. Donc, il faut que tu leur mettes des outils. On apprend par le toucher, on apprend par parler. Donc, il faut aller faire toutes ces choses-là. La communication, ce n'est pas juste l'enseignant qui parle. Et les représentations, ça, c'est la 6e. Donc, évidemment, comme j'en ai parlé, plusieurs représentations sont bonnes. Donc, quand on présente des relations, des idées, puis on modélise des situations, des outils, des images, des diagrammes, des graphiques, des tableaux, des nombres, tout est important dans ce moment-là. Donc, varier nos représentations, c'est très,
très, très important. Je pense à juste, on utilise souvent Y et X, mais on oublie que l'algèbre, puis dans le vrai monde, on a toutes sortes de différentes variables. Donc, varier ça aussi, peut-être changer votre représentation avec ça, peut-être aller aussi. On a des outils, par exemple, lundi, je donne un des ateliers avec Desmos pour modéliser justement. Desmos nous donne cette rapidité-là de représenter trois façons, un visuel, une équation puis une table de valeurs, tout en même temps, puis voir ce qui se passe. Il faut qu'on prenne ce temps-là de vraiment changer nos représentations. Bon, le dernier, sélection d'outils, de stratégie. On est chanceux parce qu'on est dans un monde où on a plein d'outils virtuels, plein d'outils concrets aussi. Puis moi, je les appelle des thinking tools, des outils qui font penser, pas des aides pour des gens qui ont des PEI. Donc, du matériel de manipulation, c'est vraiment des outils pour faire penser. Les réglettes, puis c'est incroyable. On peut utiliser les tuiles, les jetons. Et je vais vous présenter un autre outil tantôt que je pense que vous allez peut-être aimer. Et voilà, ça c'était comme un survol des 7, processus. Mais quand même, la question se pose, quel processus mathématique est le plus important pour développer une compréhension conceptuelle et pourquoi? Je vous laisse penser, prenez 2 secondes, on va en jaser. Le Alors, raisonnement et la justification, non? du raisonnement justification, OK, pourquoi? Parce que ça permet de raisonner, de bien penser. C'est lorsqu'on trouve face à une situation, donc il faut bien savoir raisonner les choses, il faut bien savoir comprendre étape par étape et trouver la bonne stratégie pour résoudre, je pense. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très important parce que le raisonnement, c'est à la base du processus mathématique, c'est certain. Oui. Moi, Stéphane? en fait, ma première réaction, c'était de choisir aussi le raisonnement et la justification. Puis après y avoir Wow. pensé, je pense que l'établissement de liens est très important aussi. Je pense que pour plusieurs élèves, s'ils sont capables de faire un lien à la maths avec ce que l'autre dame disait, c'est que ça va rester avec eux. S'ils sont capables de voir une utilité avec leur vie personnelle, ben, je pense que le concept va rester plus longtemps, mais on ne peut pas arriver là sans raisonnement et sans justification, je pense pas. Tu as tout à fait raison. Là. Moi aussi, je me sens un peu comme ça. Puis on dirait que les autres, pour moi, c'est ces deux-là qui sont les plus importants. Puis les autres font juste se renchérir ça. Donc, la réflexion, la communication, la représentation. C'est tout comme on dirait venir appuyer ces deux grands-là. Puis la résolution de problème, ben, c'est moins un processus. Moi, dans ma tête, c'est comme la façon d'enseigner. C'est par problème. Donc, en tout cas, très intéressant. OK. On y va. Connaissance, compréhension. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça, j'ai pris ça. Là, ça, c'est la ligne dans la grille d'évaluation. Hein. On appelle ça connaissance et compréhension. Puis je me suis toujours posé la question, j'en ai jasé un petit peu avec Marion Small aussi, puis elle aussi était comme, ça devrait quasiment être deux choses très séparées. C'est intéressant, on l'a mis comme dans une case, puis compréhension, là, c'est heavy, là. Puis connaissance, c'est comme les affaires les outils que tu sais, que tu connais. Fait que je suis pas certain que c'est
interreliés, mais plus j'ai commencé à enseigner, plus j'ai commencé à jouer avec ces concepts-là, j'ai vu cette idée-là. Là. Au début, moi, j'étais comme non, compréhension conceptuelle, that's it, capitaine compréhension conceptuelle, puis laisse faire les algorithmes. Mais j'ai comme vite vu qu'ils sont très imbriqués. Puis il y a une raison pourquoi on les a mis ensemble quand même, parce qu'ils sont très imbriqués. Mais je me pose la question, est-ce que la plupart des salles de classe, on concentre sur plutôt des connaissances que des compréhensions? Peut-être. Et ça m'amène à Matt Larson, qui était un des présidents du NCTM, là, un gros regroupement de mathématiciens aux États-Unis. Belle conférence, si jamais vous pouvez vous y rendre. Il nous avait dit, puis ça m'avait frappé, il dit, les algorithmes divorcent les mathématiques sur lesquelles ils ont été développés. Ça m'a pris un bout pour comme comprendre ça comme faux, puis dire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a dit, si on enseigne l'algorithme, on n'enseigne pas la compréhension conceptuelle derrière l'algorithme. Comment est-ce qu'on s'est rendu là? Puis, une des plus grosses que j'ai vécues dans ma vie, puis dans comme facilitateur, c'est celle-ci. Puis là, on peut faire un peu de maths, là, on va s'amuser un petit peu. Fait que je vais vous demander de le faire comme vous voulez. Peut-être prenez 2 minutes là, juste pour faire cette division-là. 6 divisé par 2 tiers, puis après ça, vous pouvez me dire comment vous l'avez fait, puis on va explorer ça un petit peu. Prenez le temps de faire cette division-là. Comme vous l'enseignerez peut-être, ou comment vous le faites aussi, vous autres, là, juste comme adultes. Là. Puis Louis, si ça te tente de le faire, tu peux le faire aussi. Ben, moi, comme je l'ai appris, parce que comme j'enseigne à l'élémentaire, j'ai pas, avec le nouveau curriculum, c'est cette année vraiment que j'enseigne le cycle moyen. Mais moi, comme je l'ai appris, je me rappelle, c'est plus que 30 ans, 6 divisé par 2 tiers, j'inverse, ça devient 6 fois 3 divisé par 2. Donc, c'est 18 divisé par 3, 18 divisé par 2, c'est 9. Donc, je me rappelle, ça fait trentaine d'années, quelque chose comme ça. Le fameux flip and switch que j'appelle. En anglais, il s'appelle de différentes façons. Là, moi, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit c'est le kiss and flip. Hein? Parce que le X, c'est comme un symbole de câlin, là, pas de câlin, ça c'est une caresse, mais d'un beau bec. Là, donc, un bec, sur les autres, c'est kiss and flip. Mais pourquoi ça fonctionne, le kiss and flip? Pourquoi ça fonctionne sur le. Ben, OK, la division, là, ben, vraiment, c'est une multiplication. Hein? OK? Puis on va changer les deux chiffres. Là. Tout d'un coup, ta fraction, ça ne sera pas 2 tiers, ça va être 3 demi. Figure ça, puis ça va donner réponse, puis we're all good, puis on est tout correct avec ça. Moi, je me suis gratté à la tête, je me dis, comment se fait que ça se passe, ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on. Puis c'est juste. En tout cas, c'est maintenant que c'est plus tard dans ma vie que j'ai comme compris un peu ce qui se passait. Fait qu'on va se rendre là, checker ça. Et là, je m'amuse là, avec mes nouvelles outils, OK? Fait que j'essaie quelque chose. Yes! Et voilà. Fait que vous pouvez voir ça. Ça, c'est mon iPad que je fais en rediffusion que je partage dans Teams. En tout cas, la technologie est pas mal chère. Donc, on veut diviser 6 divisé par 2 tiers. OK? Donc, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, diviser. Right? Donc, 6, puis je veux diviser ça par 2 tiers. Bien, on peut toujours aller à l'inverse, puis dire, parce que vraiment, une division, ça peut être vu comme combien de 2 tiers est-ce qu'il y a dans 6? Moi, j'aime le penser comme ça. Fait qu'on va bâtir le 6, puis on va essayer de voir combien de 2 tiers sont dans 6. Mais je vais commencer, moi, par un concept qui est dans les raisonnements, là, mettre l'accent sur les fractions. Un concept super puissant qui est les fractions unitaires. Fait que le 1 tiers. Moi, je veux savoir, on va commencer avec des 1 tiers. On va commencer par bâtir 6. OK? Fait que là, j'ai 1. Je fais 2, ce que là, j'ai des entiers au complet. Puis je sais que j'en ai 6 de ça. On va aller un petit peu plus rapidement. J'utilise en passant le Mathagon. Puis là, j'ai mes 6 là. Excellent.
Fait que j'ai 6 là. Puis je me pose la question, si ce n'est pas 2 tiers, moi j'aimerais savoir plutôt 1 tiers. Bon, on va faire le 2 tiers tantôt, OK? Mais 1 tiers. Si je voulais savoir 1 tiers, combien de 1 tiers qu'il y a dans 6? Mais avec cet outil-là, c'est très cool parce que je peux. Oups, je vais enlever ça. On va mettre ça. Puis là, si je choisis toutes mes affaires, je peux diviser. Il y a un symbole de division, oups, qui apparaît dans le milieu ici, puis je peux diviser ça. Mais ça, c'est des demi, c'est pas ça que je veux. Je vais avoir des tiers. OK, cool. Là, je veux savoir combien de tiers, mais j'ai divisé mes unités en tiers. Fait que je peux voir combien de tiers que j'ai. Et ce que j'adore là, c'est que j'ai un modèle rectangulaire en plus. Fait que j'ai 6 sur le côté ici, puis 3. Fait combien de 1 tiers qu'il y a dans 6? Il y a 6 fois 3. Il y en a 18. Il y a 18 1 tiers. Puis moi, je l'écris souvent comme ça. 18 1 tiers. Parce que 1 tiers, c'est comme... Oups, il y a de la misère à 1 tiers. Il y a 18 1 tiers dans 6. Wow, il prend longtemps à écrire. Wow, puis j'écris mal en plus. All right. Donc, on le voit, on comprend ce qui se passe, right? Fait que là, on retourne à notre problème initial. Si j'ai 2 tiers, fait que là, la question, elle change. Combien de groupes de 2 1 tiers? Puis regardez bien, je ne dis pas 2 tiers comme ça rapidement, parce que ma fraction unitaire, c'est la plus petite portion de tiers, c'est 1 tiers. C'est combien de groupes de 2 1 tiers il y a dans 6? Bien là, on peut commencer à grouper nos 2 1 tiers. Donc, je n'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai pris mon 18, puis je l'ai divisé par 2 parce que j'avais 2 groupes de 1 tiers. Donc, il y a en fait 9 2 1 tiers, 9 de 2 1 tiers dans 6. Fait qu'il y en a combien de 2 tiers dans 6? Il y en a 9. Et là, on commence à, comme t'en fais plusieurs de ça, puis tu commences à jouer avec, puis là, tout d'un coup, c'est comme, hey, maintenant, hey, c'est bien weird. Faut que tu fasses 6 fois 3, puis après ça, tu divises. Faut que tu multiplies le dénominateur, puis après ça, tu divises par le numérateur. Le kiss and flip vient de sortir. Mais c'est pas moi qui l'ai enseigné, c'est eux autres qui ont fait. J'ai comme une stratégie efficace, je pense. Puis là, ils découvrent ça, puis toi, tu es en train de l'encourager dans toute leur... Mais ça, c'est à la base, la compréhension conceptuelle. Puis ensuite, tu développes une habileté procédurale pour dire, dans la vie, tu ne vas pas faire des dessins tout le temps, peut-être. Mais souvent, il y en a qui le voient comme ça. Fait que je ne sais pas si c'est nouveau pour vous autres, ce style-là, d'analyser la division de fractions, mais pour moi, ça a été toute une révélation dans ma tête, parce que je ne savais pas pourquoi, même comme enseignant, pourquoi on faisait le kiss and flip, pourquoi ça marchait. Conceptuellement, ça marche. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes bien vendu sur le concept, mais moi, ça me passionne. Donc, ça m'amène à cette idée-là. Là, 3 ans, quand le gouvernement est arrivé avec mettre l'accent sur les éléments fondamentaux. Hein? Donc, c'était un peu l'idée du back to basic, un peu, mais quand même, on a massagé le message. Puis le ministère a sorti quelque chose, puis il parlait d'automatisation versus mémorisation. Je trouvais ça très intéressant. C'est l'établissement de liens aussi, mais vraiment des liens qui sont comme au-delà. Et j'aime bien cet exemple-là, comme 7 fois 6, je peux l'apprendre par cœur. Mais est-ce que tu comprends c'est quoi vraiment le 7 fois 6? L'idée d'automatiser, c'est de savoir l'association immédiate, irrépressible et sans effort ni fatigue mentale que 42 est liée avec le couple 7 fois 6. C'est pas d'apprendre par cœur quelque chose.
j'avais en tout cas une personne qui disait, « Oh, ma fille est tellement smart, là, elle était très, très, très jeune, la petite fille. Puis, regarde, elle peut compter jusqu'à 100 tout de suite. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle récitait quelque chose. Elle avait appris par cœur les nombres 1 jusqu'à 100. Mais quand tu creusais un petit peu, tu commençais à 20, par exemple, elle n'était pas capable de savoir c'était quoi le prochain. 20, c'était comme, il faut que je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle pouvait se rendre jusqu'à 20, puis ensuite dire 21. Mais partir de 20, fait que est-ce que tu as appris par cœur ou tu as automatisé ton concept? Puis automatisation, pour moi, vient par l'idée qu'on développe une compréhension conceptuelle des maths et ensuite, tout en développant les habiletés procédurales. J'aime beaucoup ce que Roger Lewin nous dit aussi. Hein. Trop souvent, on donne aux élèves une réponse à mémoriser plutôt que des problèmes à résoudre. Je trouve ça intéressant. Même que c'est allé jusqu'à un point loin où il y a quelqu'un, je pense en 2013, je ne me souviens plus la date, là, mais il y a quelqu'un qui a produit quelque chose en anglais, Nix the Tricks, puis quelqu'un au Québec qui l'a traduit. Et j'adore ce petit document-là. C'est un petit PDF que tu peux downloader. Puis, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, par exemple, quand tu multiplies des négatifs à des négatifs, ça devient des plus, right? Fait que 2 moins devient un plus. Sauf que des fois, c'est pas vrai, ça. Comme dans ce cas ici, où l'élève va dire, bon, ça va faire... il va erroner son système, là, parce qu'il va penser à la multiplication. Fait que Nix the Tricks, il y en a des belles affaires là-dedans. Puis, ce qui est le fun, il donne une raison, puis après ça, il donne comment l'enseigner ou comment raisonner un peu plus. Fait que c'est un beau petit document pour vous autres. Je me suis dit, OK, bien là, on va s'amuser un petit peu en mathématiques. Puis, Louis, tu es mon gardeur de temps. Je pense qu'on est encore correct. Hein? Il nous reste une demi-heure, si je ne m'abuse. Je pense que oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est quel modèle vous utilisez pour enseigner des opérations sur des entiers? 7, 8, là, on commence à le faire, 9e aussi, peut-être un petit peu avant, en 6e année aussi. Avec le nouveau curriculum de 6e année, oui, mais moi, je n'ai pas encore commencé. C'est la première fois. C'est la première fois? OK, donc Mhm. comment tu aborderais ces additions-là, ces multiplications-là, puis ces divisions-là? Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé les nombres entiers. Je suis en train de penser. OK, Justement, je suis en train de penser pas encore les nombres entiers. OK. Puis toi, Stéphane? J'utilisais parfois une droite numérique et aussi les jetons orange et Les jetons. rouge. Oui, Malgré que ça, bicolores. c'est venu dans les dernières, puis ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, là, mais ça est venu dans les dernières années. Avant, c'était plutôt comme on vient de le voir, là, avec C'est ça que tu comme, fais, ouais. comme je l'avais appris, mais oui, je pense que la droite numérique peut être bien utilisée, puis Oui, la droite mais numérique elle est fun parce que tu peux voir les différences. Hein. Quand tu fais une soustraction, par exemple, tu vois une différence. ouais. Pour moi, c'est pas c'est pas de se rendre, mais c'est la différence entre les deux chiffres qui est important, puis la direction. Hein. Puis tu pars toujours par ton deuxième, par exemple, sur une droite numérique, le dernier, là, le 4 moins négatif 2. Hein. Je sais pas si j'ai regardé une ressource aujourd'hui en Oui, après-midi qui est en anglais, mais il travaillait beaucoup avec c'est MathUp. Je sais pas si vous avez déjà Mathup, oui, oui, oui. et c'était vraiment basé, une grosse partie de ce qu'il faisait était justement sur juste une droite par les différences et de direction des Bon, nombres. ben, tout à fait. Ça, c'est Marian Small Ouais, qui est derrière tout et ça. Puis, c'est ça. c'est une grande dame de la droite numérique, c'est certain. J'essaie d'en trouver une, là, Numberline. En tout cas, je ne l'ai pas ici, mais oui. Donc, cette idée-là, c'est cette différence plutôt. Hein, puis, tu commences par le moins négatif 2. On est à négatif 2, puis on veut se rendre au 4. Comment est-ce qu'on se rend au 4? Bien, je dois additionner 6 pour passer le 0 puis arriver jusqu'à 4. Donc, Ouais. ça se voit sur la droite numérique. Puis quand j'ai vu ça, la différence, c'est la différence entre les deux chiffres, c'est pas nécessairement où tu finis. Je trouvais ça sharp.
en tout cas, sur l'inverse de cette addition-là. Là. Right? Donc, très cool. Puis il y a un bonhomme qui s'appelle Nat Banting qui, lui, cherchait, là, parce qu'il finissait toujours par enseigner le truc parce qu'il n'y avait pas d'outils, puis il n'y avait pas d'outils pour comprendre. Ça allait pas pire avec les jetons bicolores pour les additions, les soustractions, mais là, comment t'expliques négatif 4 fois négatif 2, c'est positif 8? Qu'est-ce qui se passe là? Et ça l'a tracassé. Puis il est arrivé avec un concept qui s'appelle le saut du zéro. Le saut du zéro. Puis il a parlé avec une dame qui, elle, a travaillé avec certains groupes de Premières Nations qui utilisaient des verbes. Puis elle appelle ça verbalizing, utiliser le verbe comme une action. Donc, c'est verbaliser, si tu veux, pas verbaliser, mais d'utiliser un verbe pour comprendre un concept. Et donc, Nat Banting, il dit, OK, c'est parfait, mais c'est quoi le verbe que je cherche pour jouer avec des entiers quand je les multiplie ou je les additionne et tout ça? Fait que si vous me permettez, on va se rendre avec, avec mon Polypad pour montrer un peu l'outil. Puis, il a tellement développé son outil, il a demandé à Mathagon de produire l'outil pour lui et ils l'ont mis dans, c'est maintenant un des outils que tu peux utiliser dans le Polypad de Mathagon. Donc, le Zero Bucket, Bucket Zero aussi, mais moi je l'ai, sur mon iPad, il est en anglais, mais si on va sur ici, il va être en français. Fait que ça, c'est qui est dans les outils supplémentaires, puis on a le saut de zéro. Bon, je vais utiliser mon iPad parce que je peux... Ah non, je pense que je peux le faire ici, ça va bien. On va aller donc explorer, peut-être qu'on va commencer avec 4 plus négatif 2. OK? Donc, 4 plus négatif 2. Lui, ce qu'il dit, c'est ton saut représente combien qui reste dans le saut. Comme c'est là, il n'y a rien dans le saut, puis on a 0. Si on commence à mettre des 1 dedans, bon, on peut voir que le saut augmente. Ouais. Puis si on met des négatifs dedans, ben, le saut, il diminue. OK? À la base, ça, c'est la base du saut. Puis évidemment, si on met autant de 1 puis de moins 1, on arrive que la valeur du saut est 0. OK. Fait que, ultimement, c'est comme si dans le saut, il pourrait avoir une infinité de 1 et de 0. De 1 et de moins 1, je veux dire. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux bouger ton saut puis jouer avec. Donc, lui, il s'est dit, OK, on a le premier qui est 4 plus négatif 2. OK? So, j'ai 4 qui est déjà dans mon saut. So, je vais placer ce que j'ai déjà dans mon saut. Puis là, je veux additionner, je veux mettre dedans. Donc, lui, il a utilisé le verbe mettre dedans mon saut pour le plus. C'est vraiment ça. J'additionne. Je rajoute des négatifs. Combien j'en rajoute? J'en rajoute 2. Et voilà, boum. Je vois que le saut est maintenant 2. Ça, c'est des paires de 0. Donc, ça, c'est les jetons bicolores. Ça fonctionne très bien. Mais avec le saut, c'est comme, tu vois le concept de mettre dedans. Le plus, c'est l'action de mettre. C'est pas juste flipper. Je ne sais pas si c'est pour vous autres, mais quand additionner des négatifs, là, tu flippes, ça vient comme weird. En tout cas, donc, pour lui, ça faisait plus de sens d'ajouter ou de retirer. Fait que là, on va modéliser celui où on enlève. Donc, celui-ci, on va commencer avec celui-ci. 4 moins 2, moins plus 2. OK, on va commencer avec notre 4 qu'on a dans notre saut d'avance. Je vais enlever celui-là. Ça, c'est 4. Excellent. Puis là, je veux enlever de mon saut. Il faut que j'enlève de mon saut négatif 2. 2 négatifs. Bien, il n'y en a pas comme c'est là. Right? So, je vais me rajouter une coupe de paires de 0. Je peux en rajouter autant que je veux. Si je fais ça, ça ici, quand je fais ça, je vais le rajouter dans mon saut. Je ne vais pas changer rien. Ça me donne encore juste 4.
parce que c'est ce qui reste. Mais là, je peux enlever 2. Donc, le négatif, c'est enlever 2. Ah, excuse-moi, j'étais en train de me tromper. Là. Moi, je voulais enlever 2. Enlever 2. Excusez-moi, je suis sauté d'un cran. Je recommence. 4 moins 2. So, on va commencer avec nos 4. Je peux-tu en enlever 2? So, 4 moins plus 2. Oui, je peux en prendre 2. 1, puis 2, puis il me reste 2 dans le bucket. Celui-là, ça va. On se comprend. All right. C'est l'autre qui est plus intéressant. Donc, si on va à 4 moins négatif 2, c'est là où ça devient intéressant. Donc, j'ai 4 dans mon bucket, dans mon seau, et je veux enlever 2. C'est là où je vais mettre ma paire de 0. Ça me donne encore 4 dans le bucket, mais là, tout d'un coup, je peux en enlever 2. Ça marche très bien, puis les jetons bicolores, ça marche très bien aussi avec cette idée-là. Mais regardez où on s'en va avec ajouter puis enlever du seau. Okay? Là, on va faire les multiplications. On va se rendre tout de suite à la multiplication plus intéressante. On va faire, mais how about celle-ci? Négatif 4 fois 2. OK. C'est quoi? Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, négatif 4 fois 2. Je vais peut-être l'écrire ici. C'est négatif 4 fois 2. OK, comme ça, on ne va pas l'oublier. Pas me tromper non plus. Lui, il dit, quand on parle de... Qu'est-ce que ça veut dire juste 4 groupes de 2? Right? Quand on voit une multiplication, on comprend que j'ai 4 de quelque chose. J'ai 4 groupes de 2. Fait que je peux en mettre, je vais juste enlever mon bucket, je vais le mettre ici, puis je vais rajouter des 1 là, en masse. Tiens, j'en ai 4, je vais dupliquer ça, ça va aller plus facile. Et voilà. So, je veux ajouter dans mon bucket 4 groupes de 2. Okay, so, un groupe de 2, 2 groupes de 2, ça va bien jusqu'à date. 3 groupes de 2, puis un autre groupe de 2, ça fait 4 groupes de 2, ça me fait 8. Pas de grosse surprise là, 4 fois 2, c'est 8. Mais on a ajouté 4 groupes de 2. Okay? Là, si on arrive avec celui-ci, par exemple, moins 4 groupes de 2, regarde ce qu'on fait. Lui, il dit, ça, c'est enlever 4 groupes de 2 du seau. So, qu'est-ce que ça voudrait dire avoir ça? Bien là, il faut donc avoir des zéros dans le seau avant. Ça, c'est l'important, c'est d'avoir comme des paires de zéros. Ça qu'on va mettre, on va faire l'équivalent de zéro, là, on va préparer en masse de zéro. On va commencer avec une valeur de zéro, comme d'habitude. On n'a rien dans le bucket, là. On a une valeur de zéro. Mais moi, je vais enlever 4 groupes de 2. Parce que c'est moins 4 groupes de 2. So, je vais enlever 4 groupes de 2. Voici un groupe. Voici 2 groupes. 3 groupes. Et 4 groupes. J'ai enlevé 4 groupes de 2 du seau. Il me reste moins 8 dans le seau. Moi, là, tout d'un coup, ça a fait... Parce que c'est l'action, la négativité a été transmise en action, puis là, ma compréhension conceptuelle vient d'allumer. Et là, notre fameux dernier, puis pourquoi qu'un moins puis un moins, ça fait un plus? Bien, pas tout le temps, mais dans la multiplication, en tout cas, un moins fois un moins. So, là, on part ça, on va mettre nos zéros dans nos affaires. All right. Et voilà. Fait qu'on a encore notre bucket 0. Mais là, regardez ce qu'on va faire. Je dois enlever 4 groupes de négatif 2. OK? Ça c'est cool. So, je vais enlever un groupe de négatif 2. Je vais enlever un deuxième groupe de négatif 2. Checkez ça, ça en vient. 3 groupes de négatif 2. Puis 4 groupes. J'ai enlevé 4 groupes. J'ai enlevé 4 groupes de négatif 2. Il me reste 8 dans le bucket.
Et là, tout d'un coup, je viens de faire le lien de pourquoi qu'un moins fait un moins, ça fait un plus. Puis tu peux faire la même chose avec la division, si tu voudrais aussi. Ça devient à peu près la même chose. Fait que, il a écrit un article sur ça. Vous pouvez regarder The Bucket of Zero, Nat Benting, vous allez comprendre. Je suis allé rapidement quand même, mais je pense que c'est un modèle très puissant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tout le temps pour figurer le concept derrière le truc qu'on enseigne. Parce que ce n'est pas un truc, c'est vraiment un algorithme, en tout cas. Fait que ça, c'est le saut de zéro. Est-ce qu'il y a des questions sur le saut de zéro jusqu'à date? Moi, je vous remercie du partage de cette application. J'aime beaucoup. Oui, l'application, elle est très sharp en passant. Je peux faire une petite parenthèse. Matagon, c'est vraiment, vraiment cool. Tu mets ton code, comme si tu utilises ton code Google ou whatever, n'importe quel, tu fais un compte avec eux autres, tu peux avoir une salle de classe, tu peux partager le Polypad. Il n'est pas collaboratif comme c'est là, mais au moins, tu peux voir toute ta classe, puis tu peux voir où tes élèves sont rendus avec les outils virtuels qu'ils ont. Donc, très, très, très puissant. Puis il y en a plein. Il y a des droits numériques, il y a toutes sortes de choses là. Sont vraiment là. Mais le Bucket of Zero, il est vraiment sharp, le saut de zéro. OK. Et on passe au prochain. Oups. Ah oui, c'est ici. Ça semblait. OK. Un autre petite. Puis là, on touche un peu à la prochaine atelier. Là, ben, quand on va arriver, au mois de fin novembre, on va travailler vraiment sur la résolution de problèmes, qu'est-ce que ça a de l'air, comment on peut modifier une bonne question, une question, je veux dire, qui développe plus les habiletés procédurales, puis comment on peut la modifier pour concentrer sur la compréhension conceptuelle. Donc, on va s'amuser un petit peu, mais je voulais vous donner un avant-goût un peu. Celui-ci, c'est la technique « Oups, j'ai oublié ». J'aime beaucoup ça. Fait que je vous laisse, on a quand même du temps, on va la faire ensemble, puis on est juste deux, fait que trois ensemble. Fait qu'on va essayer de le faire. So, construisez trois fractions différentes qui sont entre 0 et une demi. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle cette stratégie-là « Oups, j'ai oublié » dans une seconde. Fait que je vous laisse un petit temps, là. Faites un petit graphique s'il faut. Moi aussi, je vais en faire un, là. Je vois 0, j'ai 1. So, entre 0 et une demi. Vous n'avez trouvé 3? Oui, Vas-y donc, donne-moi-en quelques exemples. par exemple, un quart, D'accord, ça fonctionne bien, oui. euh, un huitième, Ah oui, ça c'est bien. et un tiers. Un Ainsi. tiers, oui, un tiers, c'est plus petit qu'une demi, donc ça se trouve à être entre 0 et 1. Excellent, excellent. OK, puis là, tout le Un monde... Puis, dixième aussi. un dixième, OK, cool. Stéphane, t'en as-tu quelques-uns, toi aussi? Oh, ton micro est fermé, mais c'est pas grave, là. Essentiellement les mêmes numéros. Ben, pour changer, on pourrait dire, par exemple, 3 huitièmes. Ah bon, 3, OK, cool. Ouais, euh, ouais. 1 cinquième. Ouais, un cinquième, excellent. C'est Ouais, intéressant, 2 hein? cinquièmes. Intuitivement, ça arrive ça. Donc, ce que moi j'aime ça, c'est quand on pose une question comme ça, on rajoute les trois oups, j'ai oublié. Mais on laisse les jeunes travailler sur quelque chose comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça fait un point d'entrée pour tout le monde. Tout le monde est capable de trouver probablement 3 fractions entre 0 et une demi. Probablement, dépendant où ils sont dans son raisonnement, tout ça. Puis là, il fait OK, il construit la pensée. Fait qu'il fait oh, j'ai oublié. Les fractions que vous avez, là, que vous allez trouver entre 0 et une demi, ne peuvent pas avoir un numérateur de 1. Là, tout d'un coup, ça aide toi, tu fais oh, Pfizer, je veux dire, tu fais oh, toutes mes fractions ils ont des 1 comme numérateur. Crap. Là, on retourne. Puis là, Stéphane, tu avais déjà donné un 3 huitième. Fait excellent. Fait que là, est-ce qu'on pourrait trouver trois fractions qui sont comme qui utilisent qui ne sont pas des fractions unitaires, si tu veux. Donc,
Selon, on fait une autre ronde. Puis après ça, on va à la prochaine qui dit ah, j'ai oublié, sorry gang, OK, un autre critère, j'avais oublié, sorry, vous avez travaillé fort, fort, fort là, mais il faut que les fractions doivent toutes avoir des dénominateurs impairs. Wow! Ça m'a remarqué parce qu'on n'a pas utilisé beaucoup de. Puis la tendance, c'est d'aller avec des paires. Hein? Ça fait que, OK, là, c'est tout des impairs. OK, là, tu commences à construire encore. Puis une dernière fois, tu fais oups, j'ai oublié. Puis tu dis oups, j'ai oublié, les fractions ne peuvent pas être réduites. Ah! Ça ne peut pas être à la réduite à la plus petite expression. OK. Fait que 3 huitièmes ne fonctionnerait pas. OK, là, qu'est-ce que ça a de l'air? Là que ça commence à gratter la tête, là, par exemple. Là, tu fais comme, bon, ben, si ce n'est pas 3 huitièmes, est-ce que là, tu viens à travailler la définition, c'est quoi une fraction réduite? Donc, tu pourrais dire peut-être fois d des deux. Ça serait peut-être 6 16e. OK, cool. Ça fit-tu dans les autres dénominateurs impairs? Non, 16, c'est... shit, OK, il n'est pas impair. Là, tout d'un coup, là, la conversation vient d'exploser en salle de classe. Et puis, juste avec quelques critères que tu as fait, ah, j'ai oublié. Puis l'important, ce n'est pas vraiment les oups, mais c'est vraiment de construire et de faire un point d'entrée accessible à tous, puis ensuite de pouvoir se rendre un peu plus creux. Ça fait penser beaucoup à du Peter Digital Thinking Classroom. Bon, on s'attire à sa fin. Donc, on a passé à travers quand même. Et ça m'a tiqué beaucoup. J'ai rencontré ce monsieur-là, M. Arsari, qui est un psychologue. Et puis, il étudiait la pensée, puis la pensée mathématique des jeunes, puis tout ça. Puis, il nous dit ça, je vais le lire. J'ai fait beaucoup de lectures, mais quand même, il est très important, ce message-là. Voulons-nous réellement créer d'un côté des élèves qui peuvent résoudre rapidement des problèmes, mais qui manquent de connaissances conceptuelles et qui ne sont pas capables de raisonner de manière flexible sur un problème de maths? Ou, d'un autre côté, est-ce qu'on veut avoir des élèves qui sont capables de raisonner sur leur démarche de résolution de problèmes, mais qui ne peuvent pas trouver rapidement des réponses et des solutions intermédiaires parce qu'ils n'ont pas assez d'aisance avec les mathématiques? Et ça me fait penser un petit peu entre ces deux-là, le Back to the Basics puis le Discovery Math, ou les habiletés procédurales et compréhension conceptuelle. On est rendu où là-dedans? Puis, je ne vais pas vous le cacher, là, mais depuis le début de l'enseignement des mathématiques, il y a eu ce pendule-là. Puis, on le remarque, si tu commences à faire des recherches, là, si tu passes, là, comme je parle de retourner là, quand les mathématiques est devenue une matière à étudier un peu partout dans le monde. Soit on faisait les habiletés procédurales ou soit on concentrait sur la compréhension conceptuelle. Il y a eu des effets comme l'effet Sputnik. Donc, tout d'un coup, les Américains, quand les Russes ont pu faire le tour de l'orbite, donc les Américains, ça fait « Oh my God, on ne peut pas faire ça, il faut gagner le Space Race ». Donc, ils ont changé tout leur curriculum pour aller faire des faiseux, comme des gros. On avait besoin comme des habiletés procédurales. On avait besoin des ordinateurs. On avait besoin des jeunes qui étaient capables de produire des ordinateurs. Puis de ça, on aurait des ingénieurs puis des affaires dans le... Fait que le pendule a été comme pogné avec les habiletés procédurales. Après ça, on a fait « Wow, c'est pas assez. Donc, il faut aller plus dans la résolution de problèmes, juste la résolution de problèmes. » Puis c'est ça qu'on fait, puis on laisse faire les habiletés procédurales. Puis je pense pas que c'est assez. Je pense que c'est un milieu entre les deux. À un moment donné, il faudrait arrêter d'être là, la pendule, pour qu'elle soit entre les deux tout le temps. C'est toujours un mix entre les deux. Mais mon message est, la plupart, je ne peux pas dire tout le monde, mais plusieurs se contentent d'être dans cette boîte-là. Je parlais avec ma partenaire, je faisais un projet pour mon cours de maîtrise. Puis je l'ai enregistré, puis j'ai dit, c'est pourquoi, toi, la fameuse question, vous avez répondu au début de la... Puis toi, comme l'expérience mathématique, c'était quoi? Puis elle a dit, ben, je vais mettre ça comme si c'était une boîte. Puis dans la boîte, c'était familier, c'était simple, puis j'étais capable de rester dans la boîte. Mais ça, c'était juste d'apprendre par cœur les affaires, puis j'étais bonne à faire ça, un peu comme Louis. Mais il y avait un certain confort à cette boîte-là. Mais c'est plus tard dans ma vie que j'aurais voulu
comprendre outside the box, puis de vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde. Et pour moi, ça a fait un lien. J'étais comme, oh my God. Puis elle dit, peut-être que j'aurais eu une autre carrière. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose, parce que j'adore les maths, mais j'avais un confort parce que c'était comme, je pensais pas, j'avais pas besoin de penser. C'était juste comme assez pour être dans ma petite boîte. Fait que c'est un petit peu ce pendule-là qui pour moi, vient jouer, là. Donc, si on fait trop d'habiletés procédurales, mais how about on fait beaucoup de compréhension conceptuelle, puis guess what? Les habiletés procédurales, ils vont passer, ils vont sortir. C'est tant qu'à moi. Bon, et voilà. Questions, commentaires, mais juste pour vous donner un peu une idée, prochaine session, c'est le 24 novembre. Si ça vous tente tout, on va triper ensemble parce que là, on va vraiment faire beaucoup de maths. On va parler de conceptualisation, mais ici, on va vraiment le développer, puis on va y aller avec ça. Ça, c'est la description pour ceux qui veulent y aller. On va vraiment passer à travers c'est quoi un bon problème, qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce qu'on a besoin, comment on peut transformer un problème, comment prendre un manuel puis voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis peut-être faire quelque chose de bien avec. On s'amusera pendant 1h30 à développer ça. Ce qui veut dire que vous avez des devoirs si vous venez le 24, c'est d'apporter une leçon ou un concept que vous voulez transformer en situation d'apprentissage qui développe la compréhension conceptuelle plutôt que juste démontrer la procédure. Fait qu'on va avoir la chance de pouvoir modifier des situations comme ça ensemble, puis dire, OK, que toi, tu feras comment, puis à la fin, on espère d'avoir quelques outils dans notre sac pour les gens. C'est pas facile c'est facile de vouloir, mais c'est pas facile de penser conceptuellement non plus quand tu enseignes, quand tu as juste fait l'autre. Je pense qu'on a rejoint nos résultats d'apprentissage, j'espère. Puis donc, je vous pose la question, quel est un des concepts que tu retiens aujourd'hui qui est important? Puis est-ce qu'il y a une question que tu te poses encore? Donc, et ça termine, je pense, très bien, mais je vous laisse le dernier mot vraiment. Pensez-y peut-être, mais c'est qu'est-ce qui résonne chez vous, puis qu'est-ce qui pose encore un peu de grattage de tête? Et pendant que vous réfléchissiez, ben, moi, je vais prendre juste 2 minutes pour remercier, mais aujourd'hui, je vais faire un petit peu différent. Ben, premièrement, je vais dire merci, merci. Je vais arrêter l'enregistrement.